Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Ce matin, nous allons parler des États généraux sectoriels de la Nation. Comme vous le savez, le président de la République, le 28 mars dernier, avait installé les membres d'un comité de pilotage et d'organisation des États généraux. Et depuis, que font les membres de ce comité? Tout d'abord, c'est quoi les États généraux? Et pour répondre à toutes ces questions, nous avons l'insigne honneur de recevoir l'enseignant, chercheur, le consultant indépendant, le professeur Fritz Dorvilliers. Bonjour et bienvenue sur Métropole. Bonjour Georges, bonjour à tous les éditeurs, à toutes les auditrices de Radio Télé Métropole. C'est toujours un plaisir d'être sur Métropole, notamment avec vous, Georges, pour parler des questions qui intéressent la nation. Nous allons parler, comme je viens de le dire, des États généraux sectoriels de la nation, d'autant que vous faites partie de ce comité. Oui, exactement. Je fais partie de ce comité. Je suis du comité technique, mais je ne suis pas, il faut que je le dise d'emblée, je ne suis pas le porte-parole de ce comité-là. Je ne suis pas ici pour porter la parole, je ne représente pas ce comité. Je parle en tant qu'enseignant, que professeur. Donc, c'est un exercice d'explication et non un exercice de représentation que je fais actuellement. Ce n'est pas non plus un exercice de justification par devant des politiques, parce que je ne fais pas partie de partis politiques, je ne représente pas non plus les partis politiques, je n'ai pas à me justifier devant les politiciens. Tout simplement, j'apporte des explications à mes étudiants, à des citoyens de la société civile. Donc, votre regard ce matin sera plutôt académique, technique. Exactement, académique, technique, des considérations fondamentalement académiques en tant que professeur de sociologie politique. Alors, tout d'abord, professeur, commençons par cette question assez simple et classique. La réponse sera, on le sait bien, complexe en quelque sorte, mais vous allez faire en sorte de la simplifier pour que les auditeurs, les téléspectateurs de Métropole puissent comprendre les États généraux sectoriels de la nation. C'est quoi en fait? Nous parlons de quoi? Mais avant de parler d'états généraux sectoriels de la nation, il faut d'abord parler d'états généraux. Donc nous n'aurons pas le temps de faire l'origine, d'expliciter l'origine, les enjeux des états généraux, mais il faut dire que c'est une entreprise, c'est une procédure politique qui a débuté en 1302, en quelque sorte, avec sous le règne du roi Philippe le Bel. Donc il y avait à ce moment-là, comme on le sait, un rapport conflictuel, un rapport hiérarchique de supériorité entre la royauté, donc le pouvoir politique, et l'Église, donc la spiritualité, qui a la légitimité sur terre. À ce moment-là, le roi, il y avait une bulle papale qui est sortie, donc qui demande au roi de reconnaître la supériorité de l'Église sur son pouvoir royal. À ce moment-là, le roi avait toujours un conseil, donc le conseil du roi, un début de parlement, mais à ce moment-là, les parlements ne légiféraient pas. C'est le roi qui avait le monopole des lois, de fabriquer des lois. Et à ce moment-là, le roi convoque en quelque sorte un plus grand conseil, puisque le roi avait un conseil restreint, donc le peuple, des représentants du peuple qui constituaient le conseil global, le conseil général. Les États généraux ont commencé ainsi, donc, puisque le roi devait consulter en quelque sorte la population sur des problèmes de finances, des problèmes de taxation et aussi sur des problèmes de relations internationales avec d'autres États. Et les derniers États généraux datent, notamment en France, datent de 1789, donc avec la dernière convocation, le 5 mai 1789. On connaît l'histoire, on n'a pas le temps de la refaire, avec le serment du jeu de paume. À ce moment-là, les représentants des trois ordres, donc la noblesse, le clergé, le tiers-état, les représentants de ces trois ordres-là se sont transformés en assemblée
constituant. Donc, ils ont violé un principe, puisque les représentants des États, de chaque ordre, n'étaient pas, en quelque sorte, ne portaient pas la parole. Ce n'étaient pas des représentants, c'était des délégués. À ce moment-là, ils ne parlaient pas au nom du peuple, ils portaient la parole du peuple. Donc, ils se sont transformés, donc à ce moment-là, en représentants, donc qui portaient une parole au nom du peuple. D'où le concept au nom de tout le peuple, de chaque ordre en quelque sorte. Or, ils n'avaient pas pour mandat de parler au nom du peuple parce que c'était un mandat impératif. Donc ce n'était pas un mandat représentatif en quelque sorte à ce moment-là. D'où la Genèse et la fin des États généraux de la nation organisés qui a débouché en quelque sorte, lesquels États généraux qui ont débouché sur la Révolution française, comme on le sait. Mais votre question concerne les États généraux dans ce qu'on appelle les démocraties contemporaines. Ce n'est pas véritablement la même chose, puisque désormais il y a un pouvoir démocratique. Le peuple, ce n'est pas le peuple qui élisait le roi, c'était un pouvoir divin, de droit divin en quelque sorte actuellement. Donc dans la plupart des pays au monde, ce sont les populations qui élisent leurs dirigeants. Nous sommes dans le cadre désormais de démocratie représentative. Donc la population, le peuple délègue un pouvoir à des représentants pour que ceux-ci puissent parler et agir en leur nom, en quelque sorte. À ce moment-là, pourquoi on fait des États généraux de la nation alors qu'il existe des pouvoirs des représentants légitimes, légaux et légitimes? Parce que tout simplement, nous sommes à un moment de crise, ce qu'on appelle la crise du régime démocratique, la crise de la représentation. Parce qu'il y a une cassure, il y a une coupure, deux formes, une double coupure. Il y a une coupure entre des experts et des profanes, il y a une coupure entre le peuple et les dirigeants. À ce moment-là, la démocratie entre en crise. On dit particulièrement que les représentants désormais ne représentent qu'eux-mêmes. À ce moment-là, il y a l'érosion de trois éléments de ce qu'on appelle les préconditions de la démocratie. Donc, il y a l'érosion de la confiance, il y a l'érosion de l'autorité, il y a l'érosion de la légitimité. Puisque on est dans le cadre de par rapport à ces érosions-là, les pouvoirs institués, les pouvoirs représentatifs, comme le dit Bernard Manet, sont obligés, par rapport, en plus du moment électoral, sont obligés de consulter régulièrement leur population sur des questions d'intérêt général. C'est pourquoi, à côté du vote, qui est, on peut dire, la procédure phare, la procédure principale des démocraties, il y a désormais des mécanismes de consultation des populations sur des questions spécifiques par rapport à des secteurs, d'où les États généraux. Par exemple, en France, on a fait des États généraux sur les OGM, les organismes génétiquement modifiés, on a fait des États généraux. Donc le secteur des OGM, on a fait des États généraux sur la bioéthique, on a fait des États généraux sur le nucléaire, on a même fait des États généraux sur l'outre-mer. La crise qu'il y avait dans les départements français d'outre-mer, on a réalisé des États généraux sur ce secteur particulier, sur l'outre-mer. Par ainsi, je veux dire que les États généraux sectoriels ne concernent pas un secteur politique, mais concernent un secteur d'activité d'une société. Le nucléaire, la bioéthique, on peut dire la télécommunication, etc. Donc, lorsqu'on parle d'états généraux, les téléspectateurs de Métropole, les auditeurs doivent comprendre que le pays est en consultation. Exactement, c'est une consultation. Ce n'est pas un référendum. Ce n'est pas, c'est ce que j'ai dit au président de la République lors de la dernière réunion de prise de contact et aussi de compréhension du mandat. J'ai commencé par dire au président ce que je ne pense pas que soient les États généraux sectoriels. Je lui dis que les États généraux sectoriels, de mon point de vue de chercheur, professeur, qui travaille depuis quelque temps sur cette question-là, parce que j'ai fait beaucoup de travaux universitaires en matière de sociologie des organisations, de sociologie politique. Ma thèse porte sur cette question d'apprentissage organisationnel, comment des gens s'organisent, ils construisent des connaissances, des savoirs en vue du développement de leur territoire. J'ai dit au président de la République, les États généraux, ce ne sont pas une procédure de dialogue entre adversaires politiques. Ce n'est pas une conférence politique. Pourquoi ?
Parce que tout simplement, nous ne sommes pas un pays en guerre, nous sommes dans une stabilité relative, il n'y a pas une guerre civile, il n'y a pas de belligérants. Il n'y a pas de belligérants, de camps politiques opposés qui se guerroient, en quelque sorte, qui se font la guerre, où on arrive à une position, à un moment, il ne peut plus y avoir de vainqueurs et de vaincus. Donc il faut s'asseoir autour d'une table pour faire une conférence politique. Ce n'est pas ça, les États généraux, parce que tout simplement, nous avons un pouvoir institué, nous avons un pouvoir légal, légitime, en quelque sorte, nous avons des pouvoirs, le Parlement, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, nous sommes dans une relative stabilité politique. Donc il n'y a pas lieu pour les partis politiques, pour les partisans politiques de se mettre autour d'une table. Excusez-moi, professeur, oui. C'est pas mauvais le fait qu'il n'y ait pas une représentation de l'opposition dure au sein du comité des États généraux. Non, mais... Donc parce que les États généraux ne constituent pas une conférence politique, comme vous le dites, donc l'absence d'un André Victor, d'un André Michel au sein du comité n'est pas mauvaise. Non, ce n'est pas un problème. Là n'est pas non plus le problème, parce que tout simplement, la constitution, de mon point de vue, des comités, du comité de pilotage et du comité technique, ce n'est pas une question de représentation de secteur, c'est une question de personnalité. Moi, je ne suis représentant d'aucun secteur, je ne suis pas le représentant de l'université au sein du comité technique. Tout comme Monseigneur Kébro n'est pas le représentant de l'Église catholique dans le comité de pilotage. Le président, suivant sa manière de voir le pays, a choisi, de mon point de vue, des personnalités, mais ces personnalités-là ne représentent pas leur secteur spécifique d'appartenance. Ce n'est pas la logique, de mon point de vue, de la sélection, ce n'est pas ça qui est à la base de la sélection de ces personnalités-là. Peut-être qu'elles sont choisies pour leur contribution, comme qu'on a dit dans l'arrêté, qu'elles sont choisies par rapport à leur engagement civique, citoyen, etc. Mais pas il ne s'agit pas d'une question de représentation. En plus, je disais que ce n'est pas une conférence politique, ce n'est pas non plus un cours magistral au Collège de France, ce n'est pas non plus un processus, une procédure de formation et d'information de la population. Parce que quand même, ce n'est pas la première fois qu'on organise des États généraux dans un pays. Mais on ne va pas réinventer la roue. Tout simplement, on se base sur les procédures existantes et on organise cela. Parce que, j'ai dit au président, les États généraux sectoriels, c'est en quelque sorte le dialogue des agents de la société civile, des agents organisés de la société civile, entre eux. Il ne s'agit pas véritablement c'est-à-dire qu'on va leur demander, on va leur faire approuver. Ce n'est pas une procédure d'approbation. Ce n'est pas un faire-valoir, en quelque sorte, un faire-accepter. C'est tout simplement, on pose une problématique, par exemple, sur la gouvernance politique, on pose une problématique sur la gouvernance de l'environnement, de l'éducation, la population, les agents organisés vont se mettre autour d'une table pour dialoguer, pour délibérer sur ces questions-là, d'où la question de la démocratie délibérative. C'est une procédure qui dérive directement des mécanismes que constitue actuellement, étant donné la crise de la démocratie participative, la démocratie délibérative. De ce fait, les pouvoirs constitués ne doivent pas participer à ces délibérations. Les parlementaires ne doivent pas participer à ces délibérations, les maires, les ASEC, les CASEC, le président de la République, je lui dis, président, il ne faut pas participer directement comme étant un acteur à ces délibérations, puisque c'est le peuple que vous consultez sur ces problèmes. Il ne faut pas orienter, indiquer, polluer les débats. Il faut laisser les gens débattre, dialoguer entre eux sur leurs problèmes. C'est une forme d'autodiagnostic et votre moment viendra, ce sera le moment de la mise en forme de ces revendications sous forme de politique publique. Parce que tout simplement, les États généraux, ce n'est pas une manière de remettre tout à plat, ce n'est pas une manière d'arriver à une table rase. Pas du tout, parce qu'il y en a qui pensent à cela.
Évidemment, comme nous sommes dans un pays où on veut toujours recommencer, ce que j'appelle dans mon livre les pouvoirs de recommencement, en quelque sorte, depuis la création de notre État, nous ne faisons que cela, que tourner en rond, que recommencer à chaque moment. Il y a des gens qui veulent tout remettre à plat. C'est comme si nous étions dans une guerre, comme si nous sortions, en quelque sorte, d'une crise politique majeure. On ne l'a pas fait, même en 2004. On n'a pas tout remis en cause, la Constitution, le Parlement, l'exécutif, ce n'est pas cela. On ne peut pas tout remettre en question, tout remettre à plat, parce qu'il existe un Parlement les parlementaires ont été élus, choisis par leur population locale, il y a un président de la République élu au suffrage universel, il y a d'autres élus, on ne peut pas tout remettre à plat. Donc il y a une constitution qui existe, tout simplement ce qu'on peut faire pour rester dans le cadre de la démocratie, en quelque sorte, il faut amender, réviser, suivant les procédures existantes, la Constitution, puisque nous ne sommes plus à l'époque des révolutions. Tant pis pour ceux qui pensent pouvoir faire actuellement la révolution, la remise à plat totale. Mais dans le cas d'Haïti, d'aucuns diraient qu'il y a certains domaines ou secteurs, le mot juste ne me vient pas en tête tout de suite, qu'il faudrait balayer dans le cadre de ces états généraux. Mais ça veut dire quoi, balayer, suivant ces gens-là? Balayer quoi? C'est-à-dire qu'il y a des secteurs qu'il faut visiter, revisiter en profondeur, tout détruire pour tout refaire. Écoutez, par exemple, dans le système sanitaire, le système éducatif haïtien, il y a des gens qui pensent comme ça. Oui, mais bon, dans le cadre de ces états généraux, oui, il faut refaire totalement le système éducatif, qui est un système rétrograde selon certains. Donc, quel est votre point de vue? Oui, de mais vue écoutez, on a le droit de penser ce qu'on veut, mais le problème, c'est est-ce que rien n'est à refaire en Haïti? Oui, sans doute peut-être qu'il y a quelque chose, qu'il y a des choses qu'on peut refaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On va refaire le système éducatif, on va refaire le système sanitaire, on va refaire aussi, c'est pas moi, je ne sais pas ce que cela veut dire, parce qu'on a un système éducatif qui a donné naissance à moi, en tant que professeur chercheur, à vous, à d'autres gens dans le pays. Peut-être ça fonctionne, ça ne fonctionne pas trop bien, mais ça fonctionne quand même. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de réforme, mais on ne va pas faire une révolution au niveau du système éducatif. Le système sanitaire, on a de bons médecins, on a de bonnes infirmières, il nous manque des ressources, il nous manque des hôpitaux, il nous manque des équipements. On peut acheter des équipements, on peut former beaucoup plus de médecins, on peut former des infirmières, mais on ne va pas remettre à plat le système sanitaire. Ça n'a aucune espèce de sens de mon point de vue. Il faut opter pour la modernisation. Il faut moderniser, il faut renforcer, il faut moderniser ce qui existe déjà. Bon, à ce moment-là, nous ne sommes pas un pays qui a été bombardé, où tout est détruit, etc. Il ne faut pas toujours être... on est toujours très négatif dans ce pays. Donc le fait est qu'il faut voir l'existant, il faut questionner l'existant. C'est l'objectif des États généraux de la nation, puisqu'il y a des experts qui ont déjà questionné ces secteurs-là, il y a des rapports sur ces secteurs-là. Maintenant, un pouvoir institué pour pouvoir mieux gouverner, pour pouvoir améliorer la gouvernance publique, l'intervention publique, consulte sa population. C'est-à-dire que pour que la population, comme un patient, puisse faire en premier lieu un autodiagnostic. Vous sentez quoi? Vous avez mal où? Quelle est l'intensité de la douleur, etc. À ce moment-là, le médecin va prescrire, va faire un autre examen beaucoup plus approfondi, mais c'est le malade qui doit commencer en quelque sorte par dire ce qu'il a, ce qu'il sent. Comme on dit en créole, sous pas dit docteur à son senti, il peut pas connaître, il peut pas connaître qui maladie ou souffrir en quelque sorte. Donc le peuple doit s'auto-diagnostiquer sans évidemment l'intervention, l'orientation. On peut avoir un guide d'entretien semi-directif pour pouvoir rester dans la thématique, c'est la procédure, mais on ne peut pas dire au peuple comment penser, quoi penser. Ce n'est pas cela, la démocratie délibérative, puisque à ce moment-là, on peut avancer l'argument, comme d'un point de vue académique, on le dit, de la démocratie épistémique. Ça, c'est autre chose. À ce moment-là, on questionne la validité de l'analyse du peuple, on questionne la véracité, la scientificité. On n'est pas dans ce cadre-là. Il y a un professeur d'université comme vous, l'éthique commande que je taise son nom. Oui. Il m'a dit, à moi personnellement, que nulle part, il ne rappelle pas avoir lu États généraux sectoriels. Il y a même des politiques qui pensent que
en adjoignant sectoriel à généraux ou général, si vous voulez, on est en plein démagogie et que nous sommes dans le pas sérieux. Parce qu'on parle d'états généraux tout simplement et non d'états généraux sectoriels. Là, c'est pas mon avis personnel, je répète ce que disent certains observateurs. Oui. À votre avis, est-ce que ils se trompent. On est dans la démagogie, Non, parler d'états généraux sectoriels? Non, mais c'est une manière de nommer une chose. C'est quand même, ces gens-là prennent les choses de la logique pour la logique des choses. C'est comme général est presque contraire à sectoriel. Écoutez, non, mais quand on dit, par exemple, peut-être qu'en France, par exemple, on n'adjoint pas l'adjectif sectoriel, mais on ne dit pas non plus états généraux. On dit états généraux de la bioéthique. Oui. On dit états généraux de l'environnement. On dit états généraux de l'agriculture. On dit états généraux de l'outre-mer. Mais l'agriculture est un secteur d'activité, non? La bioéthique est un secteur. Les OGM, c'est un secteur. On n'a pas ajouté l'adjectif sectoriel, mais on ajoute quelque chose, une autre phrase. On dit les états généraux de l'alimentation, par exemple. Les états généraux de des télécommunications. Les états généraux sur, par exemple, de la bioéthique, sur la question de la gestation pour autrui, la question de l'avortement, la question de la GPA en quelque sorte. Donc, il y a toujours quelque chose il y a toujours un complément. Les états généraux de, ici on met sectoriel pour ne pas dire états généraux de la politique, états généraux de l'éducation, les états généraux de l'environnement, puisqu'il s'agit de cela. Exactement, c'est pour faire court. Mais on aurait pu dire les états généraux de la politique, puisqu'il s'agit de la gouvernance politique, les états généraux de l'économie, puisqu'il s'agit d'un système économique en crise. On aurait pu dire aussi les états généraux de la politique monétaire, les états généraux de la monnaie haïtienne de la gourde. Mais la monnaie, c'est un secteur, c'est quand même une dimension, une sphère, une sous-sphère d'activité dans ce pays. On aurait pu dire les états généraux de la formation professionnelle. À ce moment-là, il s'agit toujours, dans les démocraties contemporaines en crise, il s'agit toujours des états généraux d'un secteur d'activité, même si on ne le dit pas dans l'intitulé. On va revenir sur l'aspect technique et académique des États généraux. Maintenant, voyons pour ce qui est de l'actualité aujourd'hui, en ce qui concerne le comité même, dont vous faites partie, professeur. Il y a Claude Moïse, monsieur Claude Moïse, qui, dans une lettre adressée à Monseigneur Louis Québro, au président de la République, à l'exécutif tout au moins, avait fait savoir qu'il n'avait pas été consulté et qu'il a appris par voie de presse que son nom figure sur une liste de 23 personnalités qui font partie des États généraux, du comité des États généraux. Et plus près de nous encore, il y a le Premier ministre Jacques-Édouard Alexis, qui a écrit à Wilson Lallo, qui est le chef de cabinet du président de la République, pour faire savoir qu'il est en désaccord ou en porte-à-faux avec l'un des membres, Irvelt Chéri, etc. Il y a des différends entre eux. Maintenant, j'aimerais savoir, les auditeurs de Métropole, les téléspectateurs, aimeraient bien savoir quels ont été les mécanismes mis en place pour recruter, si je peux dire, pour choisir les gens. Comment vous-même, vous avez été choisi ? Écoutez, moi, je ne suis pas conseiller du président de la République. Non, je ne suis pas non plus conseiller du chef du cabinet du président de la République. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu une grande réunion avec tout le monde avant? Il y a eu un processus de sélection. Je n'étais pas dans les coulisses, je n'étais pas dans l'équipe qui choisissait les membres. Moi, ce sont deux amis qui m'ont proposé. Il y a mon ami Guichard Doré, il y a mon ami Ivenson Calix, ils m'ont proposé, parce qu'ils me connaissent, ils connaissent mes capacités, mon orientation, mon engagement, etc. Ils m'ont proposé et j'ai été contacté. Je n'ai même pas été contacté formellement, parce qu'il n'y avait pas nécessité de me contacter formellement, puisque mes amis m'ont dit, écoute, Mbralba ou non, est-ce que, comment, ouais, bah, ça me dit oui, pas de problème, moi je suis un citoyen, je suis un citoyen engagé, je suis un académique, je pourrais apporter civiquement ma contribution. Donc, mais on m'a dit, d'après ce que j'ai entendu, il y a eu tout un processus de sélection des gens suivant leur engagement, etc. Quant aux deux personnalités que vous avez mentionnées, il y a un problème. Moi, je ne voudrais pas entrer dans ces genres de polémiques là, que je trouve un petit peu creuses et superficielles, mais connaissant que j'ai travaillé avec Claude Moïse, c'est quelqu'un c'est un éminent chercheur, c'est une grande personnalité, nationalement, mondialement reconnue. Son texte, son monument en quelque sorte, Constitution et lutte de pouvoir en Haïti, c'est un grand texte en quelque sorte. Je peux même dire, moi je le dis à mes étudiants, Claude Moïse actuellement n'a pas grand chose à envier à Manigat.
Donc je ne comprends pas. Donc c'est donc c'était sa parole contre celle du chef de cabinet de l'exécutif, parce que dans la réunion, le président a dit, il a montré même, il a dit, voilà, une lettre qui a été adressée à M. Claude Moïse. Mon ami Guichard Doré a dit qu'il l'a appelé personnellement. Et puis, le chef de cabinet a dit aussi que lui aussi, il lui a parlé, il avait même rendez-vous avec lui au Palais National. Il est parti, il avait un voyage à faire à l'étranger. Donc, c'est-à-dire que c'est la parole de Claude Moïse contre celle de l'équipe présidentielle. Quant à Jacques-Édouard Alexis, je dois vous dire que je suis beaucoup plus proche de Jacques-Édouard Alexis que de l'équipe en place, parce que moi j'ai beaucoup plus d'affinité politique avec cette équipe-là, c'est-à-dire qu'avec l'équipe de Jacques-Édouard, etc., du genre OPL, Famille Lavalas, j'ai beaucoup plus d'affinité avec ces gens-là qu'avec l'équipe au pouvoir. Je ne fais pas partie de Famille Lavalas, ni de l'OPL, etc., mais je suis un membre du CNRF, du centre d'études présidé par Jacques-Édouard Alexis. On a déjà travaillé ensemble. J'ai déjà fait des conférences pour le CNRF, j'ai déjà participé à l'actualisation du statut du CNRF, c'est pour dire que je travaille beaucoup plus souvent avec Jacques-Édouard qu'avec le président de la République. C'est la première fois, la deuxième fois que je l'ai rencontré, le président de la République. Mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout avec cette manière de faire de Jacques-Édouard Alexis. Je trouve qu'à un certain âge, il y a certains dépassements qu'on peut faire, qu'on doit faire, évidemment. Je ne comprends pas qu'on puisse désister d'une telle activité pour cette raison-là. Peut-être qu'il y a d'autres raisons, mais je n'accepte pas cette raison-là. Parce que j'ai une querelle politique avec quelqu'un, il y a 23 membres dans un comité, moi je ne vais pas participer à cause de la présence de cette personne. Je trouve cela véritablement, je suis tout à fait déçu par rapport à ce comportement-là. Je trouve que ce n'est pas un motif valable, de mon point de vue, pour désister à cet âge, étant donné les responsabilités qui étaient les siennes, en quelque sorte. Je ne pense pas qu'à cet âge, qu'après avoir fait tout ça dans ce pays, après avoir occupé ces postes-là, on ne peut pas, ce n'est pas acceptable de se comporter de cette manière-là. Moi, le professeur d'Orvilliers, je n'accepte pas cette motivation-là, puisque, en plus, il s'agit d'une querelle politique. Ces choses-là ont été dites dans le cadre de l'exercice de sa fonction de Premier ministre, etc. Donc, on ne va pas maintenant prendre cela et le mêler à une activité de la société civile, certes, commandité, organisée par le pouvoir exécutif, mais de mon point de vue, cette motivation-là, ce motif-là n'est pas acceptable. En 1986, on avait dit que, alors il y a des critiques, il y a des observateurs, il y a des analystes qui vont dans ce sens que les esprits étaient peu préparés pour accueillir la démocratie en 1986. Et bon, nous ne sommes pas dans le même contexte historique ou politique aujourd'hui, mais les États généraux, et ça représente beaucoup de choses. La question que j'ai pour vous, professeur, que vous allez répondre après la pause, bien sûr, est-ce que les esprits sont préparés pour accueillir les États généraux? D'accord. Ce sera après la pause. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, l'enseignant-chercheur, Dr Fritz d'Orvilliers. Restez avec nous. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Notre invité, il est encore là avec nous, le professeur Fritz d'Orvilliers. Avec lui, on essaie de comprendre le concept États généraux sectoriels de la nation. Professeur, juste avant la question annoncée, avant la pause, il y a certains observateurs, vous voyez que je ne parle pas selon moi-même, selon mon avis personnel, mais il y a certains observateurs, il y a un homme politique qu'on a accueilli à l'espace du journal, de l'édition de nouvelles de Métropole ce matin. Il a fait savoir que dans le cadre des États généraux, dans le cadre de la conférence nationale que prônait Feu Turneb Delpé, l'idée était d'aller jusqu'à
remettre en question le mandat du président de la République. Par exemple, je suis le président de la République, je lance des états généraux sectoriels, je remets en question mon mandat. Je suis président de la République, je lance les états généraux sectoriels. Eh bien, je m'écarte totalement de la Constitution pour recommencer. C'est comme si lancer les états généraux sectoriels, c'est partir ex nihilo, c'est partir de rien pour arriver véritablement au développement du pays. Est-ce que c'est ça? Non, c'est insensé, ça n'a aucune espèce de sens de mon point de vue. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais demain, et dans 5 ans, dans 10 ans, et quelqu'un d'autre va arriver, on va dire, on va refaire la même chose? Écoutez, mais qu'est-ce que ça veut dire? On est dans une démocratie, ou bien on est dans une démocratie où on n'y est pas. Il n'y a pas 4 chemins, il n'y a pas 36 000 solutions. Nous sommes dans une démocratie. Nous avons choisi en 1986, en 1987, avec le vote de la Constitution, une démocratie procédurale. Donc, on reste dans le cadre de cette démocratie-là. Mais pourquoi le président devrait remettre en cause son propre mandat? Mais on a dépensé beaucoup d'argent pour organiser des élections. On a besoin d'une stabilité pour les investissements directs étrangers. Mais quelle est la situation? Il n'y a pas une guerre dans le pays, je vais le redire. Il n'y a pas une guerre civile. Il n'y a pas véritablement une situation ingouvernable. Non, mais il y a des gens qui disent qu'il y a une guerre en latence quand même. Mais une guerre, c'est une guerre. Une guerre est une guerre. Il n'y a pas de guerre latente. Il peut y avoir des conflits latents, des conflits sociaux, évidemment. Mais écoutez, c'est avant que cela ne dégénère. Non, mais cela ne va pas dégénérer. Cela avait déjà dégénéré en 2004. En 1991, on a vu ce qui s'est passé en 1991. Un président démocratiquement élu, au suffrage universel, très populaire, on l'a renversé dans un bain de sang. Et le même président a été renvoyé en 2004. Évidemment, ça n'a plus de sens de recommencer tout le temps. Donc nous sommes dans une démocratie, certes fragile, puisque nous sommes un État fragile. Nous sommes au bord du gouffre, mais si on remet tout cela à plat, peut-être qu'on va tomber dans le gouffre. Mais cela n'a pas de sens de mon point de vue. Tout simplement, ce n'est pas ça l'objectif, la mission des États généraux. La mission, de mon point de vue, des États généraux, c'est un dialogue. C'est un dialogue, non pas un dialogue politique entre plusieurs acteurs politiques, parce qu'actuellement, dans une démocratie, dans la stabilité, les acteurs politiques n'ont pas à se mettre autour d'une table. Les acteurs politiques, donc les partis politiques, n'ont qu'à présenter leur programme au peuple. Le Parlement peut faire la même chose que fait actuellement le président de la République. Les parlementaires peuvent consulter leur population locale, ce que fait actuellement brillamment le député Jerry Tardieu sur l'amendement de la Constitution. C'est la même chose, c'est la même logique de démocratie délibérative en vue de la prise d'une décision éclairée et légitime. Donc Jerry Tardieu consulte plusieurs catégories de la population sur la nature, sur le contenu même des amendements à apporter. C'est le même exercice. Mais Jerry Tardieu, on ne va pas demander à Jerry Tardieu de démissionner comme député. On ne va pas demander à la Chambre de s'autodétruire afin de recommencer. On ne va pas demander aux ASEC, aux CASEC, aux municipalités de s'autodétruire afin de recommencer, etc. Le dialogue qu'il faut avoir dans une démocratie, c'est un dialogue avec le peuple. Les partis politiques n'ont pas à dialoguer entre eux. Ils doivent dialoguer à l'intérieur de leurs instances. L'OPL va faire un congrès national, régional. L'OPL va faire une consultation. Famila Valas va faire un congrès. Famila Valas, pour élaborer son programme de gouvernement, son programme politique, Famila Valas va consulter la population. Mais on ne va pas demander à Famila Valas, parce qu'il a consulté la population, de s'autodétruire afin de faire place nette à d'autres partis politiques. Je crois que, intelligemment, du point de vue de l'esprit, ça n'a pas de sens de dire actuellement qu'on doit tout remettre à plat parce que tout simplement cela nous emmène droit au mur. On va se casser la figure directement au mur. Est-ce que les esprits en Haïti sont préparés pour accueillir les États généraux? Est-ce que nous sommes prêts pour un dialogue? Parce que suivant la compréhension de vos propos, dégagé de votre propos, c'est ça. Un dialogue, les États généraux. Est-ce que ce n'est pas un dialogue social, politique, mais plutôt social, oui, populaire, consultation populaire? Est-ce que le peuple, la population haïtienne, son esprit est
préparer à cela? Bon, je ne sais pas, parce que je suis sociologue, je ne parle qu'après mes enquêtes. Je n'ai pas encore fait d'enquête sur l'état d'esprit de la population, parce que le sondage... Mis à part l'enquête, il y a l'observation aussi. Bon, l'observation... Suivant ce que vous observez... Bon, le peuple, certes, il y a d'autres préoccupations de la vie quotidienne. Vous savez très bien, le taux de chômage, la pauvreté, la misère, etc. Mais tous ces éléments-là n'empêchent pas au peuple de penser, de s'auto-penser, afin de s'auto, en quelque sorte, orienter. Parce que simplement, chaque jour, il y a des organisations qui pensent, qui réfléchissent, ce qu'on appelle la réflexivité organisationnelle. Les organisations tête collée de l'Artibonite, tête collée des paysans nord-ouest, Jean Rabel, dans les NIP, Corée NIP, paysans papaye. Les gens réfléchissent au sein de leurs organisations civiles. Donc, le processus de réflexion est en cours, est toujours en cours depuis 1986. Maintenant, vous dites, est-ce que les gens sont, en termes d'état d'esprit, là, je crois que vous posez un problème à la Condorcet. Condorcet, dans ses cahiers, qui disait, et puis Mirabeau allait le dire aussi, il y a un fossé. Il faut combler le fossé, disait Condorcet, évidemment, dans exactement ce qu'on appelle son manuel d'instruction sociale, manuel d'instruction sociale, Condorcet disait qu'on doit chercher à combler le grand fossé qui existe entre les institutions et les habitudes. Donc l'esprit des institutions, un esprit éclairé, un esprit organisé, un esprit rationnel et les habitudes, les coutumes plus ou moins irrationnelles qui ne concordent pas. Ce n'est qu'à travers l'éducation, l'instruction, ce que Condorcet appelait l'instruction sociale, qu'on arriverait à combler ça. D'où la nécessité de l'éducation civique, de l'amélioration de notre système éducatif, de l'implémentation du nouveau secondaire afin qu'on puisse avoir des cours d'économie, de droit, de politique, d'éducation civique, d'éducation à l'environnement, etc., afin qu'on puisse combler l'état d'esprit, l'esprit des institutions républicaines avec l'esprit des populations. Mais sinon, la population, je crois qu'elle a beaucoup à gagner à participer à ces genres d'activités-là, parce que tout simplement, la population va dire ce qu'elle pense de la gouvernance du pays, la population va dire ce qu'elle pense de l'environnement, ce qu'elle pense de l'agriculture, ce qu'elle pense de l'économie, ce qu'elle pense des activités commerciales. On est devenu un pays commerçant, un pays mercantile, où il y a une clique, où il y a des oligopoles, des monopoles, où les produits sont 30 à 60% plus chers en Haïti que dans le reste de la région. On peut poser ces questions-là. Il y a une spéculation sur la monnaie nationale, il y a un groupe d'individus qui s'enrichissent sur la monnaie nationale, sur le change. On peut poser ces problèmes-là. Le peuple, qu'est-ce que vous comprenez de cela, de ces individus-là qui s'enrichissent en achetant et en vendant des dollars et qui refusent évidemment d'investir dans des entreprises de production? Qu'est-ce que vous pensez exactement du commerce? Nous sommes un contrôle, nous sommes un déversoir pour la République dominicaine, etc. Qu'est-ce que vous pensez politiquement du rétablissement de l'armée? Qu'est-ce que vous pensez de la Constitution? Qu'est-ce que vous pensez du système éducatif? Ce sont des questions légitimes qu'on pose. Le peuple, les organisations, les acteurs organisés doivent pouvoir répondre à ces questions. Mais il faut bien les choisir aussi. Parce que la procédure de la démocratie délibérative compte autant que, évidemment, le dialogue qui va être enclenché. Il faut bien choisir les organisations qui vont discuter, qui vont dialoguer et faire des recommandations en vue de l'amélioration de la gouvernance, en vue de la gouvernance dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Parce qu'on ne va pas, le gouvernement qui fait cela, je suppose, il ne le fait pas seulement pour lui, il le fait aussi pour l'avenir. À ce moment-là, les autres partis politiques, les autres dirigeants qui vont arriver, ou bien ils vont refaire une autre consultation, ou bien ils vont se baser sur cette consultation-là, ils vont prendre certains éléments de cette consultation-là pour pouvoir bien mener leur politique publique. Parce qu'il faut le dire aussi, les éléments qui vont dériver des États généraux, les recommandations, ce ne seront pas des ordres. Cela ne se passe pas comme cela. Parce que tout simplement, la population a déjà donné un mandat à un exécutif, un mandat à un parlement. Il n'y a pas de démocratie impérative, il n'y a pas de représentation impérative. Le mandat n'est pas impératif. Donc si la population délibère, la population fait des recommandations, les élus ont le droit aussi de hiérarchiser les recommandations et de faire un calendrier de mise en œuvre de ces recommandations. Mais on n'est pas obligé de prendre pour argent comptant. Exactement. Ils peuvent s'en passer aussi.
Bon, le plus souvent, elles peuvent s'en passer, évidemment. Si le pouvoir juge que certaines recommandations vont trop loin, vont déstabiliser, vont faire beaucoup plus de mal que de bien, le pouvoir peut s'en passer, évidemment. On a vu dans d'autres pays comment ça s'est passé avec les résultats, les recommandations des États généraux sectoriels. Professeur, depuis quelque temps, on assiste à un calme, une stabilité, je dirais même politique dans le pays. Est-ce que cela est dû, selon vous, au virage vers le changement entamé? Est-ce qu'on a entamé véritablement le virage vers le changement et ça a pour conséquence, ça a pour corollaire cette stabilité dont nous parlons aujourd'hui? Oui, il y a un virage vers le changement depuis 2-3 décennies, évidemment. Depuis non, 1900... je parle de l'ère Jovenel Moïse. Oui, bon, là, il y a c'est un pouvoir c'est-à-dire que c'est un pouvoir élu, qui a un programme politique. Écoutez, c'est pas un pouvoir, c'est pas en 5 ans qu'on va faire le grand changement. Évidemment, il se situe dans ce processus-là, un processus de changement, un processus d'amélioration, un processus de développement. C'est pas à pas qu'on fait le développement. On ne fait pas du jour au lendemain le développement. Donc c'est programme par programme, projet par projet, de jour en jour qu'on fait le développement. Mais le pouvoir dit qu'il se situe dans ce processus-là. Il faut que nous suivions, en quelque sorte, que nous regardions ce que fait le pouvoir pour voir est-ce qu'il s'y prend bien. On peut avoir la bonne volonté de changer les choses, il n'a pas, et en même temps, on n'a pas la capacité ou bien la compétence pour le faire. Pour simplifier ma question, quel regard vous portez sur l'administration je ne vois pas, franchement, actuellement, je ne vois pas de grande stratégie qui indique qu'on est sur la bonne voie vers ce changement. Changement en termes, avant tout, économique, socio-économique, évidemment. Donc, je ne vois pas de politique réelle, claire, sur le cadrage macroéconomique, l'orientation macroéconomique. Je ne vois pas de programme clair sur, évidemment, la réforme du secteur agricole. Évidemment, c'est la question que vous voulez me poser, je suppose, cette stratégie de caravane, c'est une stratégie, mais je ne suis pas encore convaincu, franchement, je ne suis pas encore convaincu par cette stratégie-là. Est-ce qu'il y a, selon vous, plus de bruit que de résultats? Les gens, ils s'expliquent. Bon, c'est normal. Dans une démocratie, dans la démocratie contemporaine, il y a beaucoup de communication. Donc les gens, le pouvoir communique sur ses activités, mais même si on communique sur ses activités, si on ne fait pas la bonne activité, ce n'est pas la communication politique, la communication administrative gouvernementale qui va remplacer la bonne politique. Mais c'est la question directe, parce que moi je suis très direct, que vous voulez me poser, pour la première année du mandat du président, je ne vois pas, en regardant, en observant, je ne vois pas de bonne stratégie de développement qui pourrait me faire penser que dans 5 ans, on aura franchi 2 pas. Peut-être qu'on franchira un palier, mais qu'on pourrait franchir 3 paliers. Jusqu'à présent, étant donné que c'est un pouvoir qui a 1 an, il faut le dire aussi, dans 1 an, qu'est-ce qu'on peut faire véritablement? Donc, peut-être que le pouvoir prend son cap, et peut-être qu'il est sur la rampe de lancement, peut-être que dans la 2e année, le pouvoir vient de commencer sa 2e année, peut-être qu'au cours de cette 2e année-là, le pouvoir va prendre son envol. Mais pour le moment, selon moi, le pouvoir est encore sur la rampe de lancement. Il y a des politiques, il y a des observateurs, des parlementaires également, qui réclament, qui souhaitent de tous leurs voeux qu'il y ait un remaniement du cabinet ministériel. Vous êtes de cet avis? Je ne sais pas, moi je pense que ce sont 2 pouvoirs, ils peuvent dialoguer, parce que de toute manière ils le font ensemble. Non, mais en tant que citoyen qui observe la situation, est-ce qu'il y a lieu de changer certains, de remplacer, de pourvoir au remplacement de certains? Pour avoir la suite dans les idées, puisque je viens de vous dire que le pouvoir un peu tourne en rond, actuellement je trouve que le pouvoir tourne en rond, donc si pour avancer le pouvoir doit changer, doit remanier le gouvernement, il faut qu'il le fasse. Je crois qu'on a besoin actuellement du sang neuf pour que le pouvoir puisse décoller, parce que jusqu'à présent, comme je vous l'ai dit, le pouvoir est encore sur sa rampe de lancement. Donc
Donc je pense que véritablement, étant donné cette apathie, etc., c'est une forme de convalescence, etc., les gens sont mous, on ne voit pas ce qui se fait, amorphes, etc. Donc je crois que si on peut trouver d'autres acteurs, d'autres administrateurs pour pouvoir faire avancer la machine, en quelque sorte, mettre un peu d'essence dans la machine, je crois que ce serait important pour les objectifs fixés par ce pouvoir-là. Vous êtes professeur, c'est peut-être la dernière question que je vais vous poser, un démocrate, oui. Encore quelqu'un... Libéral-démocrate. Libéral-démocrate, quelqu'un qui a fait des recherches sur le concept, qui connaît ce que c'est que la démocratie. Oui. Aujourd'hui, quel est l'état de la situation? C'est que nous n'avons presque pas, et certains diraient même que nous n'avons pas tout court, d'opposition politique forte. N'est-ce pas un problème dans le pays lorsqu'il n'y a pas, à côté du pouvoir, une opposition forte qui soit à même d'orienter l'opinion? Bon, je ne sais pas ce que les gens appellent une opposition forte. Est-ce qu'une opposition forte est une opposition qui manifeste? Non. Est-ce qu'une opposition forte est une opposition qui parle beaucoup? Une opposition forte est une opposition qui fait des propositions. Oui, évidemment, qui fait des propositions. Mais avant de faire des propositions, il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on ait des partis politiques structurés, des partis politiques de l'opposition structurés. Il faut que ces partis-là aillent voir le peuple, aillent consulter le peuple pour connaître... L'impression est que nous assistons à la mort des partis politiques. Non, je ne suis pas de cet avis-là. Je crois que les partis politiques existent. Il y a des partis politiques qui fonctionnent. Qu'ils ne fonctionnent pas de manière optimale. Donc il y a une profonde léthargie quand même. Oui, il y a une léthargie, mais c'est dans l'air du temps en quelque sorte. Même dans le monde, on peut voir que qu'est-ce que le Parti démocrate fait en France. Est-ce que vous voyez, qu'est-ce que le Parti socialiste, vous voyez l'état du Parti socialiste qui réduit à sa plus simple expression en France, etc. Dans d'autres pays, on voit au Brésil, en Amérique latine. Il y a des élections. Exactement. Bon, c'est dans l'air du temps. C'est la dynamique politique. Oui, donc tout cela témoigne, ce que j'avais dit au départ, tout cela témoigne de la crise du régime démocratique, de la cassure entre les représentés et les représentants, entre les mandants et les mandataires. C'est-à-dire que c'est la crise du régime démocratique. Il faudrait bien commencer à repenser, à améliorer le régime démocratique. Bon, on dit c'est le meilleur des pires en quelque sorte. Donc c'est un pire régime, mais il est meilleur que les autres, que tous les autres. Donc on est obligé de faire avec. À ce moment-là, ce qu'on constate en Haïti, c'est que, évidemment, les partis politiques sont là, ils s'organisent, ils sont actuellement financés, il faut qu'ils fassent des formations, il faut qu'ils recrutent d'autres partisans, il faut qu'ils s'auto-organisent, qu'ils se renforcent et qu'ils fassent des propositions claires, concrètes, au peuple pour qu'il puisse prendre le pouvoir. Parce que ce n'est pas à travers des manifestations de rue, c'est normal, c'est un élément de la démocratie contemporaine, participative, mais ce n'est pas le seul régime d'action, comme on appelle ça, la seule forme d'engagement dans la démocratie. Donc la manifestation, la consultation que fait actuellement le pouvoir est une forme aussi d'influence dans la démocratie. Il faut qu'on fasse d'autres choses pour pouvoir, en quelque sorte, orienter, réorienter, influencer les pouvoirs, je dis bien les pouvoirs institués, les pouvoirs en place. Mais évidemment, dans un pays où il y a beaucoup de problèmes, on peut comprendre que les partis politiques sont aussi confrontés à des problème. Mais qu'ils s'organisent, évidemment, ce n'est pas dans la promotion de la table rase qu'ils vont avoir le pouvoir, mais qu'ils proposent des programmes clairs, qu'ils fassent des offres claires à la population, et à ce moment-là, que les élus aussi, les élus actuels, se comportent de manière à redonner confiance à la population pour qu'ils puissent avoir de l'autorité, pas du pouvoir. Ils ont déjà du pouvoir. En philosophie politique, il y a une grande différence entre le pouvoir et l'autorité. Pour qu'ils puissent avoir de l'autorité et pour que leur autorité puisse être légitimée, donc acceptée par la population. Et avec ce qui s'est passé à Grand Ravine, qui s'est passé hier encore à Cité de Dieu, oui. Cité Plus, il n'y a pas d'autorité, on sent qu'il y a une absence d'autorité. Non, mais il y a des pouvoirs, il y a des pouvoirs. Mais c'est ce que Bertrand Badi, évidemment, appelle dans l'État importé, et ce qu'on appelle des pouvoirs de substitution. C'est un phénomène propre
aux pays, aux États fragiles, aux États au bord de l'effondrement. C'est-à-dire que, étant donné que l'État central n'arrive pas à octroyer des services aux populations, il y a des zones, ce qu'on appelle des espaces, ce que j'appelle dans mon livre, et aussi un concept emprunté à Bertrand Badi, des espaces sociaux vides. Ces pouvoirs de substitution ne font que combler des espaces sociaux vides. L'État n'est pas présent véritablement à Cité de Dieu. On voit l'État de cette zone-là. L'État n'est pas présent à Bellefontaine. L'État n'est pas présent à Sourchaude, à l'État à Corridon. L'État n'est pas présent dans beaucoup de territoires du pays. À ce moment-là, quand il y a des chefs locaux qui, voyant l'absence de l'État, ils se substituent en quelque sorte à l'État par les armes. Ce sont des foyers, comme l'appelle Bertrand Badi, des foyers de pouvoir, de substitution évidemment par les armes, par la force brute, donc ce qu'on appelle des bandes locales qui se substituent aux institutions locales. Tant qu'on ne résout pas le problème de services de santé, services scolaires, de travail, de chômage, etc., résoudre ces problèmes-là, il y aura, je suis désolé de le dire, je le dis objectivement, il y aura toujours, il y en a actuellement 3 foyers, il y aura peut-être dans l'avenir 10 foyers, 20 foyers de ce genre-là, où l'État ne pourrait même plus, l'État va perdre totalement, en quelque sorte, le contrôle de ces territoires-là, parce que, tout simplement, ce sont des espaces sociaux vides. Merci, professeur d'Orvilliers. Merci à vous aussi. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la point de radio et Télémétropole. Notre invité, c'était l'enseignant-chercheur, j'allais dire expert indépendant, en même temps le consultant indépendant, le docteur Fritz d'Orvilliers. Restez branchés sur Métropole, vous ne serez pas mieux ailleurs. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.